إذا أشكر اتحاد الجمعيات الموريتانية الناشطة في مجال المواطنة والحقوق لأن ترجم اللي قلت بالفرنسية. En fait, moi je pense qu'il y a un sujet qui est aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, tabou, c'est le sujet de l'esclavage. Je vais l'aborder avec vous les jeunes. J'ai apprécié votre travail avec la Commission nationale des droits de l'homme. J'ai apprécié également vos activités au niveau de la Muqata'a de Riyad. Et donc je pense qu'à travers vous, je parle à l'opinion publique nationale et entière, et surtout la jeunesse. Il y a un phénomène qui s'appelle l'esclavage. Il n'y a aucune raison qu'il soit un tabou, il n'y a aucune raison qu'il soit complexant pour les uns ou pour les autres. C'est un fait, c'est une réalité qui a eu lieu dans notre pays, qui est regrettable, une véritable violation des droits de l'homme, mais qui a eu lieu. Donc ça fait partie de notre passé. On doit le voir comme ça et on doit construire sur sa base notre avenir. Comme il n'y a pas de... L'histoire n'est pas encore écrite de l'esclavage en Mauritanie, même si l'esclavage, n'importe quelle histoire peut nous donner une idée de ce qui s'est passé dans tout pays du monde, car tous les esclavages sont les mêmes, ils sont les mêmes dans leur côté dramatique, dans leur côté exploitation des hommes et des femmes, des centaines de milliers d'hommes et de femmes qui ont péri en Mauritanie, donnant leur vie au travail forcé et au travail gratuit. Je vais prendre l'exemple de ce qui est documenté, c'est-à-dire ce qui existe au niveau de la traite des êtres humains au XVIIe, XIXe siècle pour qu'on ait une idée de l'esclavage. Et puis, je vais voir aussi comment ces gens-là, aujourd'hui, abordent la question de l'esclavage, de ses séquelles et de son contexte. Comme on dit, il n'y a pas de système qui a été plus transfrontalier, plus transversal, plus transnational, plus transatlantique, plus transocéanique que le phénomène de l'esclavage, en termes d'espace et en termes de temps. Vers 30 millions de personnes à peu près ont été exploitées, dont 7 millions ont péri en cours de route. On considère que la Martinique, la Guadeloupe, Haïti, Guyane, les Amériques, c'est le sang et la sueur des esclaves qui a fait pousser le coton, le sucre, les plantations et les industries. C'était un système économique. C'était un système, c'est-à-dire il y avait le droit, il y avait la religion, il y avait il y avait les sciences sociales. Tout le monde donc toutes ces machines ont été mises en mouvement pour justifier, pour légaliser l'esclavage. Il a bénéficié de la bénédiction donc de la loi, de la religion et de la morale. La loi, je prends le Code noir. Le Code noir, c'est un recueil qui rassemble toutes les dispositions concernant les Noirs. Il définit les droits des propriétaires sur leurs esclaves et il déclare que l'esclave est un bien meuble, une propriété. Il peut être offert, il peut être vendu, il peut être acheté, il peut être hypothéqué. Et le Code noir dit, bizarrement, moi je trouve que c'est un peu paradoxal, que la loi réglemente l'esclavage, alors que l'esclavage lui-même est une violation de la loi, est un crime. Donc comment un crime peut être réglementé par la loi, mais ça c'est le paradoxe. Il est là. Qu'est-ce qu'il dit le Code noir? Il dit que l'esclave, quand il tente la première fuite, son maître a le droit de lui couper les oreilles et de marquer son épaule de fer. Qu'à la deuxième tentative, il a le droit de lui couper les jarrets et de marquer son deuxième épaule de fer. Et qu'à la troisième, il a le droit de le tuer, tout comme cette peine peut lui être appliquée le jour où il tente d'agresser son maître. Donc voilà, le droit est en train de réglementer une situation qui elle-même est une situation violant la loi et hors la loi. Donc tout a été mis en œuvre, j'ai dit, y compris la loi, pour qu'on légalise l'esclavage. La religion a joué son rôle. Le Vatican avait donné sa bénédiction à la pratique religieuse. Et en s'abstenant d'abord de condamner, et en plus en encourageant. Donc l'Espagne catholique, le Portugal, de façon significative, tous les prêtres, tous les hommes, tous ont contribué pour légaliser. D'ailleurs, le pape Jean-Paul II, le 12 mars 2000, a présenté ses excuses en disant qu'au nom de l'Église, il présente ses excuses parce qu'elle a encouragé et soutenu l'esclavage des Africains. Donc tout était mis en œuvre
la loi, la religion, mais aussi les sciences sociales, parce qu'on développait cette idée de supériorité de la race blanche sur la race noire. Donc il fallait qu'on montre aux gens que ce qu'ils sont en train de subir est tout à fait normal. Et après, on inculque dans leur inconscient que, voilà, c'est une situation normale, c'est la nature des choses. Nous sommes des Noirs, nous sommes moins que les Blancs, et nous sommes donc soumis à cet état et à cette situation. Donc les sciences sociales ont contribué, elles aussi, à expliquer et justifier cet esclavage. Moi, je vais donner donc les exemples sur le passé parce que c'est ce qui est documenté, mais on peut porter la même chose sur tout autre exemple, y compris en Mauritanie, parce que la barbarie de l'esclavage est identique dans tous les pays du monde, dans tous les pays où elle a eu lieu. Aujourd'hui, on considère que l'esclavage, tel qu'il existait avant, personne qui a un droit de propriété sur une autre, une personne qui a les attributs de la propriété sur une autre personne, que cela tend à disparaître ou disparaît dans sa forme classique. Mais il reste aujourd'hui que, selon l'ONG Walk Free, qui se base sur les enquêtes faites par l'OIT et l'OIM, il y a 46 millions de personnes qui sont soumises à l'esclavage dans le monde. On l'appelle traite des êtres humains, on l'appelle séquelle de l'esclavage, on l'appelle l'esclavage moderne, l'exploitation humaine, l'exploitation de l'homme par l'homme, on l'appelle comme on veut, mais il est là. Il se base sur la vulnérabilité, sur la pauvreté, sur l'ignorance, et c'est des hommes et des femmes qui sont exploités dans une situation qu'on peut considérer comme identique à l'esclavage. Donc, ils existent, il est là dans ses formes classiques. C'est pour cela que je dis souvent qu'il n'y a pas un pays qui peut dire l'esclavage n'existe pas chez nous, parce qu'il existe partout dans le monde. Et il existe dans toutes ces formes nouvelles qui prennent un habillage nouveau, mais c'est toujours la même chose, c'est une exploitation des hommes. D'ailleurs, le président de la fondation Walk Free, André Forst, disait « Tout le monde sait que la très grande majorité de ces situations d'esclavage moderne ne sont ni reconnues ni recensées parce que les victimes sont des personnes marginalisées et vulnérables prises dans une économie souterraine qui propose sans foi ni loi. » Donc, on va passer à la question suivante. L'esclavage lui-même, l'ancien esclavage qui existait, a-t-il laissé des séquelles? Moi, j'ai dit que cette question, en général, elle gêne certaines personnes, ne veulent pas qu'on parle des séquelles. Mais aujourd'hui, en Occident, on ne parle pas des séquelles, peut-être le terme séquelles, mais on parle de ce qu'on a appelé la production sociale et politique de l'histoire en termes de déséquilibre. La production sociale et politique de l'histoire en termes de déséquilibre. Les exclusions structurelles qui sont directement issues à la fois du système esclavagiste lui-même, mais du mode de sortie de ce système esclavagiste. Ce mode qui a consisté à laisser en l'État la domination des maîtres, les appropriations foncières, l'écart en termes d'accès aux métiers, aux libertés, à l'éducation, à la santé. Ce mode de sortie qui a fait qu'il y a plus d'inégalités encore à la sortie. Donc il y avait l'esclavage qui a pesé si lourd sur les individus, mais il y a la sortie sur l'esclavage qui a laissé les privilèges, les terres chez les maîtres. Et voilà comment ils considèrent aujourd'hui que l'esclavage et la traite négrière qui a eu lieu en Occident, la situation dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui. La deuxième question, c'est la question de la réparation que je vais aborder. La question de la réparation a été posée. Est-ce qu'il faut réparer? Est-ce qu'il faut indemniser financièrement? Est-ce qu'il faut créer des politiques de compensation des inégalités socio-économiques qui sont les résultats de l'esclavage? Est-ce qu'il faut mettre en place davantage de justice mémorielle? Comment réparer la question de l'esclavage? Aux États-Unis, il y avait un projet de loi qui a été déposé devant le Congrès en 1996, soutenu d'ailleurs par l'ONG Black Lives Matter, mais il n'a pas encore vu le jour jusqu'à présent. Et la question a fait surface dans les élections, les débats pour les élections, les candidatures, les débats lors des élections, des candidatures pour les élections de 2020. Il y avait un candidat, Julian Castro, candidat à la primaire démocrate à l'élection présidentielle de 2020, qui disait « Nous dédommageons les gens quand nous leur prenons leur propriété, ne devrions-nous pas dédommager les personnes qui étaient elles-mêmes une propriété ?» Donc le projet n'a jamais vu le jour et il continue donc à être. Haïti a posé la question avec beaucoup plus de pertinence parce qu'Haïti a été amené à payer
a acheté sa liberté. C'est-à-dire que quand il y avait l'indépendance, il y avait aussi l'abolition de l'esclavage, mais on leur a dit il faut que vous remboursiez, il faut que vous payiez aux maîtres qui avaient des biens qu'ils n'ont plus. Il faut que vous les remboursiez, il faut que vous remboursiez cette situation. Et donc, paradoxalement, c'est eux qui vont payer. Et ils ont payé pendant 80 ans. Ils ont payé 120 millions de francs or à l'époque. Il paraît que c'est l'équivalent de 21 milliards. Et ils ont dit tout dernièrement, nous, ce qu'on demande, ce n'est pas la réparation. Ce qu'on demande, c'est la restitution de nos biens. D'autant plus qu'on sait où est-ce que ces biens sont partis. C'est avec ça qu'on a créé la Banque de France, c'est avec ça qu'on a créé la caisse de dépôt et de consignation, c'est avec ça que le Crédit Suisse a été fait. C'est des biens immobiliers qui sont là à Nantes, à Bordeaux, on les connaît, donc on veut la restitution. Et effectivement, ils avaient des arguments très solides. Ils avaient d'autant plus des arguments solides qu'ils ont dit c'est pour aussi payer les études de nos enfants, des bourses pour nos enfants, des infrastructures pour rattraper notre retard. Donc c'était tout à fait logique et légitime. La demande de restitution était plus qu'une demande de réparation, c'était une demande de restitution et elle était tout à fait légitime. François Hollande, quand il est venu à Haïti en 2014, il a dit « Oui, je suis pour la restitution ». Et quand il est revenu en France, il y a eu un débat parlementaire et après il a dit « Non, je n'ai pas parlé de la restitution, j'ai parlé d'une réparation morale ». Ensuite, il y a beaucoup de gens comme Aimé Césaire et des gens qui disent que c'est un crime irréparable. Donc, il y a des gens qui sont contre aussi le fait de réparer parce que c'est irréparable et c'est la réparation matérielle pour Christiane Taubira, qui est une ancienne ministre de la Justice française. Et pour elle, la réparation symbolique, c'est ce qui se pose. Donc, elle propose une réparation. D'ailleurs, elle a fait une loi. Elle dit qu'il faut une parole solennelle qui doit dire que l'esclavage n'était pas un système économique, mais un crime contre l'humanité. Donc pour elle, la solution, c'est la loi. Il faut qu'il y ait une loi très claire qui rend le crime d'esclavage comme un crime contre l'humanité. Et il faut enseigner, il faut faire enseigner l'histoire pour que les enfants apprennent. Et il faut apprendre ce qui s'est passé. Et il faut également investir dans la recherche scientifique. Et en 2006, il y a la journée mémoriale de l'esclavage. Voilà comment elle a considéré qu'on peut réparer le problème de l'esclavage. Bon, pas réparer, mais voilà la réaction qu'il faut avoir. Il faut avoir une loi qui déclare carrément que c'est un crime contre l'humanité. Il faut avoir enseigné dans les écoles. Les Américains n'ont pas accepté d'enseigner, les Français, oui. Dans l'article 2 de la loi Taubira, qui porte d'ailleurs son nom à elle, et il y avait l'obligation de l'enseignement de cette période. Et puis, elle avait dit que non à la réparation matérielle, car il ne faut pas donner corps à la souffrance humaine. Et il ne faut pas donner l'impression qu'on peut solder tout. Donc, elle était contre, comme Aimé Césaire et comme beaucoup d'autres personnes, ont été contre la réparation au sens matériel du terme. Comment maintenant aborder la question? Ça, c'est une question importante parce que Christiane Taubira, comme j'ai dit, l'ancienne ministre de la Justice de France, qui vient de Guyane, donc descendante d'esclavage, s'adressant aux jeunes, disait ces mots. J'ai trouvé ça nécessaire à répéter parce que c'est important. Elle dit il faut dépasser la dimension inflammable de ce sujet pour éviter le naufrage. Il n'y a pas de culpabilité héréditaire. Il ne faut pas culpabiliser, mais il faut assumer une histoire commune, connaître l'histoire, la digérer et avancer. Si on veut être un peuple uni, elle dit, on doit reconnaître ce que certains ont fait, même si on n'est pas responsable directement. Et il faut avancer plutôt que de trébucher sur des roches. Voilà comment elle a exprimé ces belles paroles. Elle dit que ça concerne tout le monde, non pas les populations qui, de façon évidente, au niveau de leur peau, ont l'air de venir de cette histoire, mais une histoire commune parce qu'elle a impliqué tout le monde et parce qu'elle doit être portée ensemble et doit trouver sa place dans le récit national. Elle dit autre chose d'intéressant. Elle dit, nous encaissons une première défaite si nous ratifions un monde qui prétendument a été binaire, avec les méchants blancs et les gentils noirs, des dominants blancs et des noirs victimes. C'est une première défaite, considère-t-elle, car il n'y avait pas eu des victimes. Il y a des personnes qui ont résisté, il y a des actes de solidarité, il y a des Noirs qui ont collaboré avec les esclavagistes. Il y a des Blancs qui n'étaient pas impliqués. Ensuite, les esclaves ont souffert, ont pleuré, mais ils ont ri aussi, ils ont dansé, ils ont chanté, ils ont inventé.
Donc la première défaite, c'est le monde binaire, la culpabilité héréditaire. Il s'agit d'une histoire commune. Donc voilà comment elle a dit. Et les Américains aussi ont fait la même chose. Quand ils voulaient faire le musée en 2016 à Washington, ils ne l'ont pas appelé le musée de l'esclavage. Ils l'ont appelé le musée de l'histoire afro-américaine. Donc c'est une manière de considérer que c'est une affaire commune. Alors moi je pense que je vais revenir un peu à ce que nous faisons au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme. Nous avons considéré que d'abord cette question n'est pas taboue pour nous. On parle de l'esclavage, on voit l'esclavage, on considère que partout dans le monde il y a des cas d'esclavage d'une manière ou d'une autre. Et on cherche les cas d'esclavage réellement au sens classique du terme. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait une caravane qui a sillonné la Mauritanie et on a adressé plusieurs messages. Le premier message qu'on a adressé, c'était un message adressé aux esclavagistes. Ceux qui peuvent prétendre aujourd'hui à soumettre quelqu'un à l'esclavage, on a été très clair à leur égard. La loi est là, l'arsenal juridique est là, nous on est là, les ONG sont là, on sera très vigilants et on fera tout ce qu'on peut pour que la loi soit appliquée. Donc gare à vous, il faut que vous sachiez, on fait un message de sensibilisation, sachez à quoi vous vous attendez si vous exercez ce crime, si vous êtes auteur de ce crime. On envoie un autre message aux gens qui sont victimes de l'esclavage en leur disant « Venez, nous sommes là pour vous libérer, nous sommes là pour vous soutenir ». On envoie un message aux autorités, on a envoyé un message aux autorités qui était très clair. Personne ne vous a demandé d'être complaisant dans la question de l'esclavage. Personne ne vous a demandé de traiter ça avec la complaisance. Ça ne rend service à personne. Il y a des lois, il y a des tribunaux. C'est un crime. Il faut mettre l'action en mouvement. Et vous n'avez aucun intérêt, personne ne vous a demandé. Moi, j'ai parlé personnellement avec le président de la République sur cette question. Il n'y a aucune directive qui est donnée. On veut que ça soit transparent, on veut que ça soit une procédure. Ça ne sert personne. Il n'y a personne qui est considéré comme étant servi par le fait de camoufler les cas d'esclavage. Non, s'il y a des cas, qu'ils partent au tribunal. J'ai parlé avec les autorités. J'ai même parlé à ce sujet avec les autorités en disant qu'il faut que les ONG soient encouragées, il faut que les ONG soient mises en... Et même j'ai posé le problème de la reconnaissance des IRA. Et les autorités m'ont donné une réponse. Est-ce que c'est convaincant, est-ce que ce n'est pas convaincant? Je n'irai pas jusqu'à là, ce débat. Je me limite tout simplement à rappeler ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit si IRA était une ONG comme les autres, qui a les mêmes objectifs qu'une ONG de défense et de promotion des droits de l'homme, il n'y a aucun problème, on la reconnaît. Mais aujourd'hui, tous les jours, dans ce que IRA fait, elle nous envoie des signes que ce n'est pas une ONG. Quand on dit viol d'une hartaniye par un Bilani, ce ne sont pas les propos d'une ONG. Une ONG dirait viol d'une fille par un criminel. Et donc, les exemples comme ça sont multiples. Tant que c'est comme ça veut dire qu'on n'est pas dans une logique d'ONG et donc nous, on ne reconnaît pas. Mais le jour où ils sont dans une logique d'ONG, comme tous les autres, on les reconnaît. Bref, comme j'ai dit, je n'ai pas un jugement de valeur à faire sur ça, mais c'est pour dire que j'ai posé avec les autorités tous les problèmes, toutes les questions, et j'ai eu l'assurance qu'aucune directive, à personne on a dit et on a demandé de faire une complaisance quelconque. On envoie un autre discours non moins important à l'élite. L'élite sombre aujourd'hui dans un discours extrémiste. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne s'appelle pas la liberté d'expression. L'ancienne présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme de France demandait à ce qu'on applique des sanctions à tous ceux qui utilisent des messages de haine ou de racisme. Parce que c'est une violation des droits de l'homme. C'est une violation des droits de l'homme. Elle demande bien sûr que ce soit des mesures plutôt éducatives que répressives, mais s'il le faut, répressives, car c'est une violation des droits de l'homme que de véhiculer un message de haine, un message de racisme. Et ceux qui pensent que c'est de la liberté d'expression, ce n'est pas la liberté d'expression. D'abord, la liberté d'expression est limitée par le droit. Donc, vous êtes libre de vous exprimer, sauf les cas où la loi a prohibé un certain nombre de comportements. Ensuite, on considère que ça, ce n'est pas une expression, c'est un acte qui porte atteinte à autrui, qui a été passé par l'expression. Donc, on ne peut pas considérer que c'est une liberté d'expression. Bien sûr, on a dit que les ONG, les défenseurs des droits de l'homme, ce qu'on veut maintenant, c'est qu'ils prennent à bras le corps les revendications légitimes en termes de droits,
mais qu'il s'éloigne de ce discours qui est un discours qui est d'abord illégal et ensuite qui ne sert pas à quoi que ce soit. Moi, je ne vois pas pourquoi les gens continuent à s'insulter les uns et les autres. Il ferait mieux de se tenir la main les uns les autres et d'attaquer les vrais problèmes, parce qu'il y a des problèmes en Mauritanie. Ils sont là, il faut les traiter. Il ne faut pas fermer les yeux, il ne faut pas les occulter, il ne faut pas les oublier, mais il ne faut pas non plus les traiter d'une manière qui n'est pas appropriée. Alors, je m'adressais bien sûr aux défenseurs des droits de l'homme pour qu'ils utilisent. Je ne m'adresse pas aux politiciens parce que je l'ai dit, les politiciens, c'est normal, ils ont un discours démagogique, ils véhiculent, ils essayent de prendre les souffrances des gens pour accéder à leur projet politique, et c'est tout à fait légitime, c'est partout dans le monde. Vous voyez, comme on dit souvent, vous poussez les gens quand la voiture est ensablée, mais quand elle se désensable, et ils continuent leur route. Donc c'est des gens, combien d'hommes politiques ont pris les souffrances des gens et ont dit vous êtes exploités, vous êtes tel, mais c'est pour arriver à leur fin. Et après commencent à oublier les problèmes des gens. Donc moi, je ne parle pas des politiques parce que c'est normal que les politiques utilisent cette démagogie pour utiliser la souffrance des gens. Moi, je parle des défenseurs des droits de l'homme. Je parle des hommes et de l'élite mauritanienne. Ils doivent aider à créer un climat favorable à une revendication légitime de toutes les inégalités qui existent en Mauritanie pour qu'elles soient restaurées, mais pas avec la manière avec laquelle on est en train de faire. Je pense qu'on perd du temps dans des débats stériles et des insultes réciproques stériles, alors qu'on ferait mieux de nous tenir la main les uns et les autres pour affronter les vrais problèmes qui sont là. Il y a énormément de problèmes. Au niveau de la commission aujourd'hui, également, nous avons essayé de faire en sorte que très souvent les ONG déclarent qu'ils ont trouvé des cas d'esclavage. Après, les autorités font une enquête, disent que ce n'est pas un cas d'esclavage. Après, les ONG disent oui, les autorités judiciaires, sécuritaires sont sous la coupe de l'administration, et c'est encore plus scandaleux. Eh bien, nous, on a trouvé une formule très simple, c'est qu'à partir de la dernière fois, quand on a parlé du cas de Maïga, de Boïbou, à Seli Babi, on a demandé au Bureau des Nations Unies, au FONAD, à la MDH, à Save Children, de nous accompagner. Et on va faire une mission, et on a dit même que c'est ouvert à tout le monde. Et toutes les fois qu'un cas d'esclavage est signalé, on va venir et on va faire notre enquête. Personne ne pourra dire que c'est une enquête qui est complaisante, que nous sommes sous la coupe de l'autorité. Je ne pense pas que le Bureau des Nations Unies, la CNDH, le FONAD, la MDH, Save Children sont sous la coupe de qui que ce soit. On va faire une étude en bonne et due forme. Si c'est un cas d'esclavage, nous ferons bloc pour que la loi soit appliquée, pour qu'il n'y ait pas d'impunité. Et donc, fini les cas éventuels dans lesquels l'État peut camoufler quoi que ce soit. Mais si ce n'est aussi pas un cas d'esclavage, fini les cas dans lesquels des ONG, pour leur palmarès, imaginent des cas d'esclavage qui ne le sont pas. Donc, cette formule, on l'a adoptée parce qu'au final, nous, on dit qu'on a 20% de la population. C'est grave, qui est soumise à l'esclavage. Si c'est vrai, l'esclavage classique aujourd'hui, si c'est vrai, ça veut dire que nous, les ONG, c'est nous les hommes d'affaires, nous les politiciens, nous les défenseurs des droits de l'homme, on n'a pas joué notre rôle en Mauritanie. Donc, si on a autant d'esclaves, dans la forme classique, telle qu'on le dit aujourd'hui à l'international, et que parfois on trouve un cas, en 2019 on a trouvé le cas de Maïga, qui n'est pas un cas d'esclavage pour certains, comme SOS Esclaves. En 2020, au début, on a trouvé le cas de Boïbou Seli Babi, qui pour nous n'est pas un cas d'esclavage. Maintenant, il y a un cas, au moment où je vous parle aujourd'hui, nos équipes sont sur le terrain. Mais si on continue avec ce rythme et qu'on a 20% de la population qui est soumise à l'esclavage, ben, il faut des siècles pour qu'on... Donc il faut qu'on bouge, Et là, donc, nous, on a décidé d'être là. Ce n'est pas pour dire est-ce que l'esclavage existe, est-ce qu'il n'existe pas. C'est pour mettre en place un mécanisme qui techniquement est opérationnel pour vérifier chaque cas dans une indépendance totale. Si c'est un cas d'esclavage, les autorités ne peuvent pas le camoufler. Si ce n'est pas un cas d'esclavage, personne ne peut le créer. Et donc cette opération, elle est là. Et la prochaine fois, on va dire, on sera au mois de septembre à Nassaba, on sera dans le Hod dans telle date. Si vous avez des cas d'esclavage, si vous avez... envoyez vos réseaux pour qu'ils nous cherchent des cas d'esclavage. On est à la recherche des esclaves parce qu'on veut éradiquer ce phénomène. Et donc, ce plan, je pense que nous avons réussi
l'ancien cas et maintenant nous sommes sur un cas. Toutes les fois qu'il y aura un cas, on va le suivre de cette manière. Et fini donc cette prétention qu'il y a une autorité qui le camoufle ou bien il y a des ONG qui font du commerce avec ça. C'est fini. Maintenant, s'il y a un cas, il va être un cas sérieux et donc on va tous aller le poursuivre et si ce n'est pas un cas, on le dira. Et je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est s'adresser à cette jeunesse. Et c'est notre responsabilité, c'est la responsabilité de l'élite, c'est de s'adresser à la jeunesse, c'est de s'adresser aux Mauritaniens, mais dans un discours qui est raisonnable, dans un discours qui est constructif. Moi, je pense que dire qu'il n'y a pas de problème en Mauritanie, c'est se tromper. Il y a beaucoup de problèmes. Et je comprends aussi la souffrance des jeunes, et je comprends leur situation. Ils souffrent, le chômage, tous les problèmes qu'ils vivent aujourd'hui, et ils ne voient pas d'avenir. Visibilité n'est pas très claire en termes d'avenir, et malheureusement, on ne développe pas chez eux l'espoir. Ce qu'on développe chez eux, c'est plutôt le désespoir. Donc, je les comprends. Donc, dire qu'il n'y a pas de problème, c'est faux. Dire que ça peut continuer, c'est faux. Et dire que ça peut être résolu autrement que par une association des gens, la main dans la main, c'est aussi se tromper. Mais je pense que tous ces problèmes doivent être traités par les gens, main dans la main. Et il faut les accompagner avec un discours constructif. Souvent, on dit aux gens que ça va éclater. Ce n'est pas vrai, ça ne va pas éclater. Moi, je dis souvent que, de toute façon, les Noirs, les Négro-Mauritaniens sont des Mauritaniens qui ont participé à la construction de la Mauritanie. Ils ne demandent à personne de leur donner cette qualité parce que c'est la leur. Les Bilan également, Haratin, Bilan sont des Mauritaniens, personne ne peut leur enlever cette. Ils n'ont pas de problème entre eux. Moi, j'ai fait la caravane qui a sillonné la Mauritanie. On a fait le Haut Sharqi, le Haut Qarbi, la Saba, le Brakna, Guidimaga, le Gorgol, le Trarza, le Nouakchott. Et à tout moment, les gens nous disent on n'a pas de problème entre communautés. On n'a jamais vu. D'ailleurs, les gens le disent. Si on vous a dit qu'il y a des problèmes de communauté ici, on n'a pas de problème entre les communautés. Elles vivent bien. Notre problème s'appelle l'eau, s'appelle l'école, s'appelle la santé, le dispensaire, s'appelle les grillages, s'appelle les autres soutiens. Mais on n'a pas de problème. Donc moi, je veux rassurer les jeunes. Vous n'allez pas éclater et votre pays ne va pas éclater. Et les communautés ne vont pas s'entre-déchirer parce qu'elles ne se sont jamais entre-déchirées. Il n'y a aucune raison qu'il le soit. Mais je vous dis, vous avez des problèmes. Ils sont là, nous en sommes conscients. On doit les traiter ensemble. Et puis, je vais essayer de créer un peu d'espoir aussi. Nous avons le gaz qui vient, nous aurons beaucoup de moyens en Mauritanie les années prochaines. Nous avons le Ta'azur qui a un ambitieux programme pour équilibrer les retards des citoyens sur 5 ans. Et d'ailleurs, nous allons, au niveau de la Commission, signer avec eux une convention. Donc moi, je pense que ça, c'est des choses qui sont rassurantes et qui doivent donner de l'espoir. Donc on espère que d'ici quelques années, 3 années, 4 années, 5 années, on va équilibrer la situation. Et donc c'est le moment de développer un discours de revendication de droits légitime, avec force, avec fermeté, mais avec responsabilité aussi. Et il faut encadrer les porteurs de ces revendications avec un climat apaisé et pour que, ensemble, on crée une société bâtie sur la justice, sur l'égalité, sur le respect de l'autre et que chacun trouve sa place dans cette Mauritanie qui appartient à tout le monde et je vous remercie.